Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Bonjour tout le monde, c'est Alice pour ce 5e épisode de Gone Digital. J'ai la patate aujourd'hui, et pourquoi ? Parce que j'accueille celui qu'on ne présente plus à Lyon, parce que tout le monde le connaît. C'est Pierre Amelot, CTO freelance et spécialiste en marketing automation. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom ? Parfaitement. Donc on dit pas Pierre Amelot. Non, Amelot. Amelot comme Lancelot. Par exemple. Est-ce que tu vas bien déjà ? Eh ben, je vais très bien. Ouais. Est-ce que tu viens de Lyon à la base ? C'est une question que je pose toujours au début. Eh bien non, je ne suis pas lyonnais, je ne suis ch'ti. Je suis né à Roubaix, à côté de Lille, dans le nord de la France. J'ai vécu les 10 premières années de ma vie à Lille. Et je suis arrivé en Haute-Savoie en 99 avec mes parents. Et j'ai eu l'occasion de déménager à Lyon 17 ans plus tard, donc en mai 2016. Et c'est une ville qui n'est pas ma ville de naissance, mais c'est une ville de cœur. Et c'est vrai qu'avant de venir à Lyon, je ne me projetais pas pour vivre à Lyon. Et quand j'ai eu l'opportunité de déménager à Lyon, j'ai appris à connaître cette ville, j'ai appris à connaître ses habitants. Et j'ai pris mon pied, clairement. Tu préfères Lyon à Paris ? Alors oui, dans le sens où je l'ai toujours dit et je l'ai vécu. Entre autres, j'ai fait 2 fois 3 mois de mission dans mes 2 stages d'études supérieures à Paris. Je ne veux pas vivre à Paris. Et il y a plusieurs entreprises qui m'ont fait des propositions très intéressantes. Mais le point contraignant, c'était de vivre à Paris. Et je pense que Paris est une ville très intéressante au niveau culturel, au niveau des sorties, au niveau de l'histoire. Mais par contre, 3 jours, 2 nuits, max. Au-delà, moi, j'étouffe. J'aime beaucoup les montagnes, j'aime beaucoup la nature. Voilà. Et Paris, on étouffe. En tout cas, moi, j'étouffe. Je parle même pas des transports en commun, je parle même pas des contraintes. Et aujourd'hui, vivre à Paris, c'est même pas imaginable. T'as vécu à Annecy aussi ? J'ai vécu à Annecy quand j'étais en Haute-Savoie, à peu près la moitié des 17 ans. J'ai vécu à Annecy, donc une petite ville. Très intéressante sur son positionnement sur le côté business, puisque très proche de la Suisse, mais en même temps à proximité de Lyon, à proximité de Chambéry, à proximité de Grenoble, donc assez dynamique. Et puis des paysages à couper le souffle, un lac qui est juste... dès qu'il fait beau et dès que la température de l'eau le permet, on est les pieds dans l'eau. Voilà, j'ai vraiment adoré ça. C'est vrai qu'à Lyon, l'été, des fois, ça fait un petit peu fournaise. Ouais. Et c'est vrai que de temps en temps, revenir à Annecy en plein été, entre autres, c'est ce que je prévois au mois d'août, là, cet été, cool. Je sais que je vais respirer. Et c'est vrai que moi, travaillant à Annecy ces dernières années, avant mon déménagement, j'allais au bureau à pied le matin ou en vélo et je passais devant le lac tous les matins. Et c'est juste... on a une chance extraordinaire. Et à chaque fois, je m'arrêtais et je prenais 3 minutes pour me dire « Pierre, sois conscient de la chance que tu as d'être là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont actuellement dans les transports en commun, qui sont entassés les uns sur les autres, alors que toi, tu as juste une vue magnifique en face de toi. » Je pense que c'est juste génial. Donc oui, ouais. Annecy est une belle ville. Ouais. Après, Annecy est une ville petite, et je le vois sur le côté réseau. Il y a une grosse différence entre Annecy et Lyon. Forcément. Moi aussi, j'adore le lac d'Annecy. Comment est-ce que tu es tombé dans le web ? Je suis tombé dans le web quand j'étais petit. J'ai une chance, on est une grande fratrie, on est 5. Il y a peu de gens qui le savent. J'ai 2 frères qui ont 9 et 11 ans de plus que moi, qui sont ingénieurs tous les 2. Et en gros, mon frère aîné a fait qu'il y a eu un ordinateur très tôt à la maison, puisqu'en 98, il y avait un ordinateur, il y avait Internet à la maison. Donc les tout débuts d'Internet. Bien sûr, avec un modem 56K qu'on payait une fortune. Le modem qui fait comme ça. Exactement, tu le fais très très bien. Et donc j'ai eu de la chance dans le sens où il y avait un ordinateur à la maison. Je suis tombé dans StarCraft, au tout début de StarCraft, jeux vidéo. Et je me suis assez rapidement posé la question de comment ça fonctionne derrière un site internet. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes premières lignes de code avec un site qui s'appelait le site du zéro, qui s'appelle maintenant Open Classroom. Et avec le site du zéro, j'ai appris à développer mes premiers sites internet à 13 ans en tableau. À l'époque où ça se faisait encore comme ça. Et quelques mois plus tard, ils ont sorti un cours plutôt HTML, HTML5, et j'ai réappris. Donc voilà, j'ai fait mes premières lignes de code à 13 ans. Et j'ai eu l'occasion, je suis issu d'une famille où j'ai une mère qui est entrepreneur, j'ai un père qui est prof, et j'ai des grands-parents qui sont entrepreneurs de chaque côté, donc dans un bain entrepreneurial, et j'ai eu l'occasion, j'ai le bagou de ma maman, j'ai eu l'occasion de vendre mon premier site internet à 16 ans, au libraire de mon quartier. Donc première ligne de code à 13 ans, premier site vendu à 16 ans.
Et à 17 ans, un ami d'un de mes grands frères est venu me voir en me disant Pierre, j'ai une idée de projet. Et j'ai personne pour la développer. Et c'est comme ça qu'à 17 ans, j'ai montré ma première start-up. Et que j'ai développé mon premier projet. Et je me suis éclaté, même si aujourd'hui ce projet n'existe plus, puisque il a existé jusqu'à mes 19 ans, puis après, la vie est arrivée. Exactement. Ok. Parlons un peu de tes études. Est-ce que ça, c'est une question. Et la deuxième, c'est est-ce que tu crois à l'importance du diplôme pour réussir dans le web aujourd'hui? Alors, mes études et le diplôme. C'est un vaste sujet et je vais raconter mon exemple, après je vais donner mon avis, mais mon exemple c'est j'ai appris la pratique avant la théorie puisque j'ai mis les mains dedans. Et puis en parallèle, j'ai fait un bac électronique, donc j'ai commencé vraiment par les couches basses de l'informatique, l'électronique. Je suis remonté au matériel, je suis remonté au réseau, aux télécommunications via un DUT réseau et télécom que j'ai fait à Annecy. Les 2 meilleures années de ma vie, clairement. 2 années où l'IUT d'Annecy a été ma première maison pendant 2 ans. On était là le matin à 7h15 et on partait à 9h15 le soir quand on nous mettait dehors. On était un super groupe d'étudiants, on a monté un labo, réseau et télécom, donc comme une salle de TP, mais par des étudiants pour des étudiants. Et j'ai pris un pied absolu pendant ces 2 années-là. Et ça m'a donné la théorie qui était liée à ma pratique et à ce que je faisais déjà, à tous les projets. Et derrière, à la fin de mon DUT, j'avais 2 voies royales. En gros, on me disait, Pierre, pour continuer tes études, tu peux aller faire une école de commerce ou une école d'ingénieur. Je me suis dit, pourquoi pas ? Mais je me sens mal dans les 2 pistes. En gros, pour faire simple, en école d'ingénieur, je vais faire des projets, je vais continuer à faire de la technique, mais je vais être coupé de toute la partie communication, vente, marketing. Et en école de commerce, l'inverse. Je vais faire à l'international, je vais faire de la gestion de projet, du marketing, mais pas de technique. Et ça me convenait pas. Je me sentais écartelé. Moi, ce qui m'aurait plu, c'est la voie du milieu. Un truc qui mêle les 2. À cette époque, je suis allé voir une amie de la famille qui est DRH chez Somfy. Et je lui ai raconté cette histoire. Je lui ai dit, je me sens mal. Est-ce que ça a du sens ou est-ce que je suis complètement dingue ? Et elle m'a dit, Pierre, fonce. On a très peu de profils qui sont complets sur le marché, qui sont capables aussi bien de faire du marketing et de la technique, qui sont capables de comprendre un discours commercial et en même temps des enjeux financiers. Vas-y. Et j'ai trouvé une licence qui s'appelle Management et Technologie, donc à l'IAE Savoie-Mont-Blanc à Annecy. Et cette licence, en gros, management, j'ai fait de la gestion, j'ai fait du droit, j'ai fait de la compta. Mais la partie technologie, j'ai fait des maths et de l'informatique. Donc j'ai vraiment, pendant 1 an, fait les 2. Et puis derrière, j'ai commencé un Master 1, où j'ai eu l'occasion de partir 1 année à Édimbourg. Puis bon, pour la petite histoire, j'ai planté une de mes matières. Et donc quand je suis revenu en France, eh bien, j'avais le choix de recommencer mon Master à 0 ou de commencer à travailler. Et qu'est-ce que tu as choisi ? Et ben, j'ai décidé de commencer à travailler. Donc aujourd'hui, j'ai un niveau licence, puis j'ai commencé un master qui me sert à rien. En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que je courais après un bout de papier sur lequel il était marqué master, alors que ça faisait déjà 5-6 ans que je travaillais en indépendant à côté de mes études. Certains sont équipiers à McDonald's, caissiers dans un supermarché pour se faire 3 sous à côté de leur travail ou pour financer leurs études. Bah, moi, j'ai eu de la chance. J'ai toujours pu travailler pour mes clients en tant que, on l'appelle comme on veut, en tant que consultant, en tant que développeur, en tant que community manager, et je faisais déjà ces choses-là, c'est-à-dire que je créais des sites internet, je les accompagnais sur les réseaux sociaux, je les accompagnais sur leur stratégie d'acquisition de trafic. On n'utilisait pas forcément les mêmes termes à l'époque, mais c'était clairement ça. Et comme je le faisais en parallèle de mes études et que mes clients m'ont jamais demandé un diplôme, parce qu'en gros, ils avaient un problème et je n'avais ou je n'avais pas la solution, c'est tout, je me suis dit, mais à quoi bon continuer pour moi, dans ma situation, à courir après, en fait, un bout de papier sur lequel il était marqué master, comme je le disais juste avant. Ben, je me suis dit, ok, maintenant on va commencer à travailler, et on va commencer à travailler à 100%. Et ce que ça a changé pour moi, c'est que je suis passé de 5 missions par an à en fait, la possibilité de bosser à 100% sur ma mission. Voilà. Et donc, à la question, est-ce que c'est important d'avoir un diplôme pour réussir dans le web aujourd'hui ? Je répondrai oui et non, je suis un peu le mauvais exemple, donc non, c'est pas obligatoire. Parce que vous avez un diplôme, mais vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes de vos clients, bah en fait, votre diplôme ne vous servira à rien, clairement. Mais que vous ayez un diplôme ou pas, si vous êtes en capacité de réfléchir, de prendre du recul, de vous poser des questions, oui, le diplôme, ça peut servir. Et puis, aujourd'hui, je sais, dans ce que je suis, entrepreneur, serial entrepreneur, passionné par ce que je fais, que ma vision, mon rêve, c'est pas d'aller bosser dans des grandes boîtes. Et je sais que si demain, je vais bosser dans des grandes boîtes, je serai payé en fonction de mon diplôme et en fonction de mon nombre d'années d'expérience. Et donc, je serai dans un carcan. Mais comme c'est pas mon rêve, ça me gêne pas de pas avoir un diplôme plus élevé que ce que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire un niveau licence. Voilà. Maintenant,
je suis pas en train de conseiller de pas avoir de diplôme. Moi, c'est toujours, quand je vois des étudiants, je leur dis va le plus loin que tu peux. Et s'il y a un moment, tu dois t'arrêter là, ok, mais sache qu'il y a certains éléments, voilà, si tu t'arrêtes avec un bac plus 2 ou avec un bac plus 3, mais même des fois avec un bac plus 5, alors que tu aurais peut-être pu aller plus loin, avoir plus de compétences, ou en tout cas avoir pris plus le temps de maturer tout ça, peut-être que ça te manquera un jour. Voilà. Et ne le regrette pas. Et je sais que le jour où j'ai pris cette décision, c'est ce que m'ont dit mes parents, c'est sois sûr que tu vas pas le regretter demain. Alors c'est très compliqué quand on sort des études, c'est un pari qu'on fait. Et il y a un moment, j'ai pris le risque. Bon, on est 10 ans après, ça fait 10 ans que je suis sorti de mon IUT. Je pense que ça va. Ça va bien. Ok. À l'été 2010, tu as lancé l'association Les Rencarts, qui permet l'échange et la rencontre des acteurs du web, mais aussi des photographes, des créatifs, en Rhône-Alpes. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr. En juin 2010, il s'est passé 2 choses. En juin 2010, je suis revenu de Paris et d'une mission de 3 mois. Et ça faisait 2 fois. Donc l'année précédente, j'étais allé pour un stage de 3 mois. Et là, j'y revenais à nouveau d'un stage de 3 mois. Et j'avais vécu pendant ces 3 mois des apéros entrepreneurs, des rencontres régulières entre des personnes qui faisaient le web, ce qu'on appelle des makers, les webmakers, qui discutaient autour d'un verre, autour d'un repas, de manière complètement décontractée. Je reviens à Annecy, grosse frustration. Juste, je remets dans le contexte de l'époque, il n'y a pas d'espace de coworking. Les professionnels du web, soit sont en agence, et il faut aller les voir et passer la barrière de l'agence, aller dire bonjour aux dirigeants, aux personnes qui sont dans l'agence, en disant bonjour, je pourrais discuter avec vos développeurs ou vos community managers. Ils m'auraient pris pour un dingue, clairement. Oui. Et puis les indépendants, soit ils sont chez eux, soit ils sont dans un local qu'ils ont loué ensemble parce qu'ils sont à plusieurs, mais très compliqué à toucher. Donc ça, c'est le premier constat. Et puis la deuxième chose, je rencontre Yannick. Yannick avec qui je me lie d'amitié assez rapidement, et Yannick a fait le même constat. Voilà, Yannick avec qui j'ai monté les rencarts à l'été 2010, et en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit ok, soit on fait notre français de base et on se dit c'est nul, on est frustré, et voilà, et on râle, voilà. On aurait pu faire ça et puis se boire des bières et puis tous les deux se dire que c'était voilà. On s'est dit on va se remonter les manches, et puis on a posé un nom de domaine qui s'appelait rencartduweb.com à l'époque, on a mis un blog dessus. Et on a invité notre réseau à venir à une première soirée à l'été 2010, en juillet 2010. Et on s'est réunis dans un resto, on était 35, et on a fait du one-to-one, on a appelé chacun au téléphone en leur disant « On fait un événement, viens, ce sera bien, on fait du réseau et on va construire ça ensemble. » Et c'est comme ça que sont nés les rencarts du web, et on en a organisé plusieurs. Et ça continue aujourd'hui. Et ça continue aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est présent dans une dizaine de villes, dont Genève et Tunis. Les autres sont en France. On est 25 organisateurs bénévoles, c'est une association derrière. Et le but est de proposer des événements récurrents, 3-4 fois par an dans une ville, autour de 3 thématiques: le web, les créatifs, et tout ce qui est image, que ce soit image en mouvement ou photographie. Et c'est juste du réseau, c'est juste du networking. L'idée, c'est de dire comment on peut permettre à des gens qui ne se connaissent pas de se rencontrer dans un cadre convivial, pour échanger, discuter entre eux. S'ils ont envie de parler boulot, ils parlent boulot, mais s'ils ont envie de parler d'autres choses, ils peuvent aussi, pour créer une relation et créer du lien. Voilà. Okay. Et pareil, avec Yannick, on était très frustrés de toutes ces conférences, où en fait, on y va, on est 200 dans la salle, et on écoute quelqu'un parler, et en fait, on a envie de discuter avec ses voisins. Voilà, moi, j'ai jamais été très discipliné quand je suis dans une salle de conf. En général, j'ai envie de papoter avec mes voisins. Et donc, on s'est dit, c'est un format sans conférence. Un rencard, on est là de 18h à minuit, tu viens à l'heure que tu veux, tu repars à l'heure que tu veux, et c'est que du réseau. Voilà. Et puis, petit à petit, on a testé plein de choses. Ça a été un terrain de jeu pour Yannick et moi. On a testé plein d'outils. On s'est posé la question de comment on pouvait faire pour continuer à se retrouver en dehors de l'événement. Parce que quand on organise un événement tous les 3 mois, il faut se retrouver. Comment on constitue une communauté, qu'est-ce qui est possible. Voilà. Et aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs viennent me voir en me disant Pierre, on fait comment pour créer une communauté en ligne ? Tiens, toi, t'arrives à fédérer ? Je fais oublie le online. Fais un truc dans la vraie vie. IRL. Exactement. Et quand tu l'auras fait dans la vraie vie, ce sera plus facile de faire quelque chose en ligne. Et en fait, il y a quelques années, Yannick a développé une plateforme sur laquelle chacun des membres qui est venu au moins une fois à un événement peut s'inscrire. On doit être un peu plus de 1800 aujourd'hui. Et on a créé une communauté en ligne autour de ce qui se passait dans la vraie vie. Mais pourquoi cette communauté existe ? Parce que les gens se sont rencontrés vraiment. Voilà. Et ce qu'on leur a dit, c'est ce site est l'extension de ce que vous vivez dans les événements, et vous pouvez mettre dessus vos profils, vos événements. Et en fait, pourquoi on l'a monté ? Tout simplement parce que Yannick et moi, on était très très sollicités entre les événements en disant « Hey Pierre, j'ai rencontré telle personne, alors c'est un mec crâne rasé, plutôt grand, et il fait ça. Est-ce que tu peux me donner ses coordonnées ?» Et en fait, quand tu le fais 1 fois, 2 fois, 10 fois, il y a un moment où tu te dis « Comment je peux redonner des outils à
nos participants pour qu'ils le fassent eux-mêmes, parce que c'est bien de rendre service, mais il y a un moment quand tu passes ton temps à le faire et que tu n'as pas de valeur ajoutée, tu te dis comment on peut l'automatiser, donc c'est pour ça qu'on a monté cette plateforme. Super, ça marche très bien, c'est vraiment top, je vous invite à y aller. En 2011, tu fondes Genius.org, alors ça c'est un projet, je ne sais pas s'il est toujours en ligne ou pas, c'est un site dont le but est de construire facilement sa généalogie. Alors on va reprendre le contexte de l'époque. Tu as fait ça. Pourquoi 2010-2011, c'est l'année où je suis à l'étranger, à Édimbourg. Je m'éclate, je rencontre plein de gens, mais en même temps j'ai beaucoup de temps. En gros, je sors d'études supérieures en France où je suis 35 heures par semaine à l'école et j'ai 10-15 heures de boulot dehors, à 6 heures à l'école et 10-15 heures de boulot en dehors. Donc forcément, j'ai du temps libre. Et puis je suis loin de ma famille, je connais peu de gens, j'ai quelques amis, je me suis fait une quinzaine d'amis anglophones et j'ai adoré mon année, mais en dehors de ces moments-là, je cherche à m'occuper. Et entre autres, je m'intéresse beaucoup à ma généalogie. J'ai un gros questionnement autour de où je viens, quelles sont mes racines, qui sont mes ancêtres, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, afin de mieux comprendre qui je suis aujourd'hui. Et voilà, c'est des questions, je pense, légitimes pour chaque personne de se dire quel est mon terreau, voilà, d'où je viens. Et là, je me dis, soit tu passes les 10 prochaines années de ta vie à monter ta généalogie, des milliers d'heures, peut-être 10 000 heures. Soit tu passes les 10 prochaines années de ta vie à faire en sorte que ce soit les autres qui le fassent à ta place. Et le projet de Janus, il vient de là, et on l'a monté avec un ami qui s'appelle Bastien, qui est lyonnais, et que je rencontre à Édimbourg, et qui est français. C'est le seul français que j'accepte de rencontrer, avec qui je passe du temps à Édimbourg, parce que j'ai évité les Français. Je voulais vraiment travailler mon anglais, voilà, je voulais pas rester entre Français, donc j'évite tous les autres, et Bastien, je passe un peu de temps avec lui, et on décide tous les deux de lancer sur notre temps en dehors des études ce projet. Et en fait, Janus, c'est le Wikipédia de la généalogie. D'accord. Alors c'est un projet qui est plus en ligne aujourd'hui, on se pose la question de le relancer, mais voilà, il y a des discussions en cours à ce sujet, et en tout cas l'envie, après il y a une question de temps. L'idée c'est de dire que chacun pourrait poser sa généalogie dans un système qui permet de le relier entre eux. Concrètement, si Alice, toi et moi, on a le même arrière-arrière-grand-père, mais qu'on le sait pas, dingue. Et ça, ce serait dingue en effet, eh bien l'outil serait capable de nous le dire, et nous dire, en fait, vous avez un arbre généalogique qui matche avec un autre arbre de la plateforme, et ce qui permettrait de venir enrichir chacun notre connaissance de notre arbre, puisqu'on serait capable de relier les deux. Alors on imagine qu'on reliait 2 arbres, mais au lieu d'en relier 2, qu'on puisse en relier 100, 200, 5000, voilà. Et voilà, donc il y a eu cet outil qui a été développé, sur lequel on s'est beaucoup amusé, parce qu'il a fallu faire toute l'interface pour refaire les arbres, et voilà, ça c'est le projet Janus, et Janus pour généalogie and us. Voilà, Très intelligent. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde de savoir d'où ils viennent. Et moi, ça m'intéresserait de savoir si j'ai le même arrière-arrière-arrière-grand-père que toi. Et il va falloir qu'on fasse la recherche. Ouais, carrément. Du coup, quand est-ce que tu t'es... Ouais, j'allais dire quand est-ce que tu t'es lancé en indépendant, mais en fait, à 16 ans, tu t'es lancé en indépendant. Exactement. C'est ça. Alors, quand est-ce que je me suis lancé en indépendant ? En fait, vraiment, tu t'es dit, là, Les 12 dernières années, puisque donc, aujourd'hui, j'en ai 28, je vais sur mes 29 ans. En gros, 16 ans plus 12, ça fait 28. Donc les 12 dernières années, j'ai été à la fois indépendant, j'ai été à la fois en portage salarial, donc quelque part indépendant, en coopérative d'activité, j'ai été salarié de structures, j'ai été dirigeant d'autres, associé dans certaines structures, pas dans d'autres. Certaines structures, j'ai bossé avec, mais j'ai jamais eu de contrat de travail parce que j'avais un contrat de prestation de service. Et pourtant, j'étais présenté potentiellement comme un salarié auprès des clients finaux, donc j'ai touché à plein de choses. Voilà, je pense que c'est la réalité. Maintenant, je me considère comme être indépendant depuis 12 ans, même si j'ai eu... Pour moi, c'est des statuts, c'est de l'administratif. Oui. Voilà. C'est des statuts administratifs différents. J'ai monté plusieurs entreprises, plusieurs projets, des projets qui existent encore aujourd'hui, des projets qui n'existent plus, des projets qui ont fait de l'argent, des projets qui n'en ont pas fait du tout. Il y a un projet que j'ai lancé à la fin de mes études, et j'ai bossé 2 ans sur un projet qui m'a rapporté 200 € de chiffre d'affaires, et il y a un moment où tu te dis, ok, est-ce qu'il faut vraiment continuer à mettre de l'énergie là-dessus ? Bien sûr que je me suis motivé pour que ça fonctionne, et il y a un moment, faut être réaliste. Des fois, c'est pas possible, des fois, c'est pas le bon moment, des fois, on n'a pas les moyens nécessaires, on n'est pas la bonne personne, et voilà. Et donc, il y a plein de choses qui m'ont amusé. Quand est-ce que je me suis lancé en indépendant ? La réponse est à 16 ans. À 16 ans, ouais. Est-ce que j'étais indépendant à 100% avec le même statut depuis 12 ans ? La réponse, c'est non, clairement. Par contre, j'ai goûté à plein de choses. Voilà. Je pense que l'un des seuls statuts que j'ai pas dû toucher, c'est que j'ai jamais été auto-entrepreneur. Mon approche de l'administratif est que c'est pas mon métier. Et l'objectif est de déléguer et de faire par d'autres
quitte à les payer, moi ça me va tout à fait, hein, le boulot dont c'est pas mon métier à moi, pour moi me concentrer sur mon métier. Tout simplement parce que j'ai pas envie de le faire, parce que je vais mal le faire, et parce que potentiellement je prends des risques. Oui, et puis ça prend du temps aussi. Exactement, il y a le temps aussi. Donc t'as été en fait, t'as été plein de métiers différents, t'as été webmaster, consultant SEO, t'as été développeur, manager, directeur technique, Scrum Master, mais moi ce que j'aime bien, ton principal métier, c'est peut-être solution provider, c'est-à-dire que t'apportes des solutions à un problème. J'ai travaillé pour Nestlé pendant quelques années en société de services en Suisse, et ce terme de solution provider vient de chez Nestlé. C'est eux qui m'ont mis ce titre-là, en me disant Pierre, toi ta capacité c'est à comprendre un problème et à aller trouver la solution. Et en fait, c'est de un ce qui m'amuse le plus, et de deux, je pense que c'est dans tout ce que je fais, c'est là où je suis le meilleur. C'est-à-dire à rentrer dans une logique d'entreprise, qu'elle soit petite, un solo entrepreneur, que ce soit une boîte de 10 personnes ou que ce soit un groupe de plusieurs dizaines de milliers de personnes, c'est de comprendre comment elle fonctionne, le métier, de comprendre les enjeux qu'il y a derrière, parce que je sens ces choses-là, je suis très sensible, en tout cas sur la manière dont c'est vécu en interne dans l'entreprise, et de dessiner une solution. Et ce côté dessiner une solution, c'est de dire, ce qu'il vous faut, c'est de former votre équipe pour faire tel élément, ou ce qu'il vous faut, c'est tel outil du marché, que je connais parce que je suis curieux et que je passe régulièrement du temps à réfléchir là-dessus. Mais clairement, le terme de solution provider me va bien. Après, mes clients, mes prospects me demandent souvent un titre parce que ça les rassure. Bien sûr. Ils utilisent le titre qu'ils ont envie, clairement. C'est lequel que tu préfères, toi ? Quand ils ont besoin de comprendre la complexité de ce que je fais et la vue très large que j'ai, je leur donne CTO freelance ou directeur technique indépendant, c'est la même chose. Quand je rentre un petit peu dans le détail, je leur explique que mon approche, c'est une approche problème-solution. Et d'abord, on va définir ce qui leur fait mal, leur épine dans le pied. Et ensuite, on va regarder comment ensemble on peut l'enlever. Et des fois, il m'arrive même de ressortir de ce genre de discussion en disant « je suis pas la bonne personne parce que c'est pas mon métier ». Et par contre, la bonne personne, je la connais sûrement et je peux vous aider à la trouver. Oui, voilà. Parce que t'as un réseau et tu t'appuies dessus. Quand t'as pas forcément toi la solution, t'as toujours la solution via ton réseau. Exactement. En fait, depuis 2010, je travaille ce réseau de manière très régulière et j'y passe une bonne partie de mon temps parce que c'est un de mes... Si on parle en termes start-up, un de mes assets, une des choses sur lesquelles je construis. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que j'ai un réseau qualifié d'un peu plus de 22 000 personnes sur l'arc alpin, que je connais, que je sais dans quel cas appeler, comment les appeler et les faire intervenir sur les différents sujets. Alors ces personnes, ça va être des personnes qui sont en poste et qui peuvent être mal dans leur job, ça va être des indépendants, ça va être des sociétés de services, ça va être des agences, ça va être des éditeurs de logiciels, voilà, très très large. Okay. Et donc l'arc alpin, moi ma définition c'est Lausanne à Lyon, donc Lausanne, Annecy, Chambéry, Grenoble, Lyon, et puis un réseau qui est aussi pas mal développé sur Paris, Berlin et Londres, et entre autres j'ai eu l'occasion d'aller de temps en temps à Londres, j'ai l'occasion d'aller de temps en temps à Londres, et entre autres de me former. Par exemple, j'ai été formé il y a quelques années au Lean Startup Machine à Londres, et j'aime beaucoup l'approche de Londres, en tout cas de l'écosystème londonien. Pour moi, à Londres, on est dans l'antichambre de New York, et donc on sait que les États-Unis, en tout cas dans notre monde digital, est en avance sur beaucoup de choses, et ça me permet de rester à la pointe et d'avoir certaines méthodes avec une approche qui est... dans mon mode de fonctionnement, je fonctionne plus comme quelqu'un qui est en Amérique du Nord que comme un Européen. J'ai une approche dans mon business, par exemple, où je ne travaille pas si on ne définit pas un objectif. Parce que moi, quand mon client, au bout de la mission, il me dit Pierre, ça fait 6 mois qu'on bosse ensemble, mais mon site, il est trop vert. Puis moi, je lui dis, mais en fait, je m'en fous que ton site il soit vert. Ton site, on devait générer 100 clients, on l'a généré 100 clients. Et que ce soit du vert ou que ce soit du rouge, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est ce qu'on a atteint l'objectif. Et l'objectif, il doit avoir quelque chose qui n'est pas interprétable. Voilà. Et à partir du moment où on est d'accord sur l'objectif, il n'y a pas d'interprétation possible. Et moi, tous les clients, et ça m'est arrivé, ça fait qu'au final, peu de temps par rapport à ces 12 dernières années que j'ai mis des objectifs à chaque fois. Avant, il m'est arrivé d'avoir des clients qui étaient frustrés parce que leur objectif n'était pas atteint, mais parce qu'on n'avait pas réussi à se comprendre au début de la mission. Voilà. Et aujourd'hui, moi, sur des choses intangibles qui ne sont pas liées purement à de la communication ou à un positionnement de marque, je ne sais pas faire. Je n'ai pas envie et je ne sais pas faire parce que il y en a qui sont meilleurs que moi sur ce sujet-là, on ne peut pas être bon partout, clairement. Et aussi, moi, j'ai besoin de travailler sur des choses qui sont tangibles avec un retour sur investissement. Ok. Est-ce que tu as un projet ou un client dont tu aimerais nous parler un peu spécial, qui t'a tenu à cœur ou... Je pense que j'aime profondément chacun de mes clients.
Ok. Euh, Ou alors, est-ce que tu as un client idéal avec un lequel client tu aimerais travailler? idéal, le client idéal, c'est le client qui n'est pas la tête dans la terre à se dire j'ai des problèmes et on verra bien comment ça se passe. C'est le client qui est prêt à les affronter et qui me dit je veux pas l'affronter tout seul et j'ai besoin d'un coup de main pour qu'on le fasse ensemble parce qu'il me manque la méthodologie, il me manque le bon outil, il me manque les bonnes personnes dans mon équipe. Voilà. Mais clairement, tu me dis est-ce que j'ai un client idéal ou un client qui me tient à cœur? Je pense que je peux te répondre de manière honnête que l'ensemble de mes clients me tiennent à cœur parce que les missions que je prends, j'y crois. Et que si j'y crois pas, il y a un moment, c'est juste pas possible et on travaille pas ensemble. Et il m'est arrivé des fois de me dire allez, vas-y, et au final de me rendre compte que bah non, ça le ferait pas. Ça fait... Et vaut mieux arrêter la mission très rapidement. Ça m'est déjà arrivé d'arrêter des missions et de dire on arrête parce que ça crée de la frustration de côté, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à travailler ensemble. Mais en dehors de ces quelques exceptions, honnêtement, j'aime les gens avec lesquels je travaille, que ce soit mes clients, que ce soit d'autres indépendants avec lesquels je travaille. Je me suis jamais forcé. Je le fais toujours en pleine liberté et je le fais toujours sur des choses qui m'amusent et j'utilise vraiment ce terme-là parce que la vie est trop courte pour que je me lève le matin et que je me dise que j'ai pas envie de bosser pour ce client-là. C'est-à-dire que si ça m'arrive trop souvent, et ça c'est une petite anecdote, c'est que tous les matins je me pose la question de savoir si j'ai envie de vivre ma journée qui arrive. Et si plusieurs matins de suite... C'est une bonne manière de commencer sa journée. Bah, ça fait partie de ma routine voilà, quotidienne. Et si plusieurs matins de suite, je me dis que j'ai pas envie de vivre ma journée qui arrive, alors je change. Je fais évoluer ma vie et je prends des décisions et je me dis, il faut que j'arrête de faire ça. Alors, j'ai aussi la notion de l'engagement. Quand je prends un engagement, je vais au bout de mes engagements. Mais il y a un moment, les engagements, ils ont des dates de fin et je suis pas obligé de me réengager derrière. Ou je peux raccourcir certains engagements. Après, on en discute avec le client, on en discute. Je suis aussi investi dans plusieurs associations. Je fais du bénévolat. Je peux donner un exemple concret. J'ai donné, quand j'habitais en Haute-Savoie, à Annecy, j'ai donné pendant 3 ans un peu plus d'une 30aine de jours de cours par an. Ce qui est un gros volume, ça fait un mois et demi à temps plein. Donc, c'est jamais un mois et demi, c'était par journée. Et au bout de 2 ans et demi, il y a un moment où un petit essoufflement. C'est-à-dire que quand je me levais le matin, que je partais donner mon cours, j'avais pas envie d'y aller. Quand le cours commençait, tout ça s'effaçait et j'ai toujours pris mon pied face aux étudiants. Ça s'est toujours bien passé, voire très bien. Mais je sentais le matin une boule au ventre et j'avais pas envie. J'ai appelé mon responsable, la personne dans les écoles qui me donnait ces cours-là, et je lui ai dit, j'ai encore 6 mois, je vais aller jusqu'au bout, mais je reprendrai pas l'année prochaine. Et j'avais besoin à ce moment-là de faire une pause, de lever le pied, et de dire, ok, je vais au bout de mon engagement, et au moment où j'ai décidé que j'arrêtais après ces 6 mois, je me suis senti libéré, et j'ai repris mon pied jusqu'à la fin des cours que j'avais encore et des obligations, et après j'ai récupéré du temps pour faire d'autres choses, et je me suis dit, tiens, j'ai récupéré du temps, qu'est-ce que je vais en faire? Et voilà. C'est vraiment un cas concret de mon mode de fonctionnement en me disant, je m'enferme pas dans une situation qui me rend malheureux, et voilà, je suis pas parfait, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas. Une entrepreneur il y a 15 jours qui me disait, quand on te rencontre, on a l'impression que tu doutes jamais. Si, je vous rassure, je suis humain. C'est un être humain. Doute, voilà. Je doute et je me pose des questions, et quand je doute et que je me pose des questions, je prends le temps de me poser et je me dis, ok, très bien, j'ai 2 choix, je me mets en boule dans un coin et je pleure, ok, si j'en ai besoin, je le fais, mais la question c'est, qu'est-ce que je fais concrètement? Quelle action je vais mettre en œuvre pour changer une situation qui est des fois pas agréable? Voilà. Ok, c'est des super leçons de vie et de business en fait. C'est que tu suis un peu tu suis carrément ton instinct en fait, et tu essayes de changer au jour le jour ce que tu vis pour vivre toujours mieux et évoluer. Je laisse de la place à ma petite voix. Et c'est important. Elle m'a jamais fait défaut. T'as arrêté les cours du coup, ou est-ce que tu donnes toujours des cours? Alors je donne toujours des cours, mais par exemple je donne plus des formats de 1 ou 2 jours, j'interviens plutôt sur des formats de 1 à 3 heures. Okay. Et aujourd'hui par exemple, je ne donne plus de cours où je suis rémunéré. En tout cas, c'est la période en ce moment, c'est pas un choix, c'est... Voilà. Et ce qui me permet de choisir beaucoup plus facilement mes sujets, et surtout de poser mes contraintes. J'ai des écoles qui me contactent, et j'ai dit, moi je veux bien intervenir. Par exemple, j'ai un sujet de conférence, qui est plus qu'une conférence qu'un cours, qui s'appelle La vraie vie d'un directeur technique en mode no bullshit, où en fait je viens raconter ma vie de
de directeur technique des dernières années, de ce que c'est que de recruter des développeurs, de bosser avec eux toute la journée, voilà. Et je viens discuter 2 heures avec les étudiants. Et j'insiste sur le fait que c'est une discussion parce que s'ils me posent pas de questions, au bout d'un quart d'heure, je leur ai raconté ma vie et puis je peux repartir. Le but, c'est de répondre à leurs questions. Et le mode no bullshit, c'est de dire, j'ai pas la vérité vraie, j'ai pas la science infuse. Par contre, je peux leur faire une promesse. C'est de leur dire, je vais vous raconter ce que j'ai vécu et mon point de vue. Ils me demandent, par exemple, combien on paye un développeur sur le marché. Je peux leur dire, voilà ce que moi j'ai vécu, voilà ce que moi j'ai pratiqué, et voilà ce que je trouve qui est pratiqué dans les entreprises que je côtoie. Maintenant, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est réel aujourd'hui sur le marché? Forcément, j'ai une vue qui est biaisée, j'ai une vue de ma petite lorgnette, mon point de vue, mon prisme. Et c'est ce que je leur promets. Et en général, ça se passe plutôt bien parce qu'on fait un échange à bâton rompu autour de leurs questions. Voilà. Donc, je donne beaucoup moins de cours, clairement. J'ai levé le pied. Après, aujourd'hui, je fais plus de mentorat et d'accompagnement, soit de solo d'entrepreneurs, de freelance, soit de start-upers. J'ai été une cobaye d'ailleurs. On va y revenir du côté mentorat de ce que tu fais. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de ta spécialisation en marketing automation, parce que tu te définis comme directeur technique, mais aussi comme spécialiste en marketing automation. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te spécialiser dans ce domaine-là? Dans mon monde professionnel, il y a 2 choses qui m'éclatent. C'est l'humain et industrialiser des processus. L'humain parce que c'est le pire et le meilleur. C'est le plus compliqué et c'est là où on a les plus grosses joies. C'est là où on a les fous rires. Et accompagner des équipes, les faire grandir, être manager, je prends un pied absolu à ça. Je le disais tout à l'heure, j'aime profondément mes clients, j'aime profondément chacune des personnes avec lesquelles je travaille. Et en tout cas, j'apprends à les aimer et c'est un vrai travail. Et industrialiser des processus, c'est quelque chose qui, peut-être que le mot est fort, mais je vais l'utiliser, qui m'obsède depuis le début de ma carrière, c'est comment on peut répéter des dizaines de milliers de fois une action, si possible en l'améliorant. Un humain, on ne peut pas lui demander parce qu'il est imparfait. Par contre, une machine, on peut lui demander. Et l'idée, c'est quand on industrialise un processus, on est capable de le faire souvent, beaucoup de fois, vite, et que en parallèle, on libère du temps aux humains pour qu'ils aient plus de temps pour faire autre chose qui a plus de valeur. Et là, on en vient au marketing automation, et moi, j'ai mis les mains dans le marketing automation en parlant d'industrialisation de processus. C'est 2010, 2009, mais on parlait pas de marketing automation à l'époque. Et c'est vrai que quand je prends du recul, je peux dire, moi, je fais du marketing automation depuis 2010. Maintenant, à l'époque, je parlais pas de marketing automation, mais aujourd'hui, recruter un webmaster, ça n'a pas de sens, parce que le web, un site web, ça s'est complexifié. On peut mettre 200 métiers autour du web. Et il y a 10 ans, il y a 15 ans, on pouvait recruter un webmaster. Aujourd'hui, c'est plus un mouton à 5 pattes, c'est un mouton à 200 pattes, clairement. Et donc, cette passion du marketing automation, elle vient d'industrialiser des processus. Et puis à côté, on rajoute une partie communication, on rajoute une partie vente, on rajoute la partie marketing, et voilà, ça m'éclate, et c'est vraiment ça qui me plaît. Une de mes forces aujourd'hui, c'est la capacité à discuter avec tous ces mondes. On est bien d'accord, je ne suis pas juriste, je ne suis pas développeur, je ne suis pas un marketeur, je ne suis pas un chef de projet, je ne suis pas, en ce moment, je ne suis pas dirigeant, si je suis dirigeant de mon entreprise, mais je ne suis pas dirigeant d'entreprise avec des dizaines de salariés. Ça n'empêche que je suis capable de discuter avec tous ces mondes-là et d'avoir un discours et d'avoir un dialogue qui est à leur niveau. Quand je travaillais pour Nestlé, mes clients me disaient régulièrement nous, notre objectif, c'est d'être premier de notre segment l'année prochaine, on va lancer une énorme opération, on va investir beaucoup. Puis mes développeurs venaient me voir et me disaient mais Pierre, on déploie un jeu concours dans 30 pays, c'est quoi la spécification d'un code postal en Pologne? Et on parle exactement du même projet. Ouais. On parle du même projet. Sauf que d'un côté, j'ai des clients qui ont un discours marketing, un discours de marque, et de l'autre côté, j'ai mes développeurs qui ont un discours qui est technique et fonctionnel. Et je fais ce travail de ce qu'aujourd'hui on appelle un chef de projet technique ou un chef de projet fonctionnel, ou on pourrait parler même d'un chef de projet marketing, mais je suis capable d'allier ça. Donc je suis mauvais dans tout ce que je fais, autrement dit, je suis généraliste dans tout ce que je fais. J'ai une couche qui est très peu profonde sur l'ensemble des métiers. Par contre, j'ai une vision qui est très très large. Si on estime qu'il y a 200 métiers dans le web, je suis capable de répondre sur l'ensemble des 200 métiers, je suis capable de trouver les bonnes personnes, et avec une expertise qui est peu profonde. Et moi, je travaille avec des gens qui ont une expertise qui est beaucoup moins large, ils sont beaucoup plus concentrés sur une niche, par contre, beaucoup plus profond que moi. Et quand on allie les deux, c'est là où on a le meilleur, et c'est là où on fait des projets où on peut aller très loin, très haut, très fort. Mais demain, il ne faut pas me demander de faire tous les métiers de manière spécialiste. Il y a un moment... J'ai une limite, clairement. T'es pas un robot, ouais. Exactement. Moi, je te considère un peu comme un docteur, en fait. Docteur S-Web, c'est-à-dire que docteur généraliste, tu sais résoudre le problème et soigner la personne, mais t'es pas forcément, je sais pas...
Pneumologue ou... C'est une des images que je donne, je suis le médecin généraliste du digital. Voilà. Par contre, faire une opération à cœur ouvert, c'est pas mon métier. Mais je sais vous diagnostiquer que vous avez un problème et je suis capable de vous trouver celui qui va pouvoir faire cette opération à cœur ouvert. Et voilà, on peut rendre les images qu'on veut, mais voilà, donc on peut en parler. Et après, d'où vient ma passion pour le marketing automation ? Elle vient de cette passion pour industrialiser des processus. Et je pourrais dire, ce n'est qu'un sujet d'application. C'est un sujet d'application que je trouve très intéressant, surtout que ce mot est galvaudé, que beaucoup mettent beaucoup de choses dedans et pas forcément la réalité, que beaucoup mettent un outil. Moi, régulièrement, j'ai des gens qui me disent « Hey Pierre, quel logiciel je choisis ?» En fait, je sais pas, t'es en train de me demander de choisir un couteau de cuisine, mais tu m'as toujours pas expliqué ce qu'on cuisinait, pour qui, combien de personnes. Puis en général, on discute parce que c'est ultra urgent de choisir le logiciel, parce qu'en fait, on reçoit des gens à manger ce soir. Puis quand je creuse, je fais « Tu reçois combien de personnes à manger ?» 250. Ok. Ton salon, il fait quelle taille ? Ah, les 250, ils vont pas rentrer dedans. Je propose, avant qu'on s'occupe de choisir le couteau de cuisine, on commence par chercher une salle. Et c'est ce que je leur dis, c'est de dire, je veux bien vous aider à trouver le logiciel de marketing automation qui soit votre logiciel. C'est possible. Mais est-ce que c'est vraiment la priorité ? Voilà. Et régulièrement, je discute avec des marques où on se rend compte que la priorité n'est pas là. Alors si on vient en termes marketing, on va définir des personas, on va définir quels sont leurs besoins, on va définir des parcours utilisateurs. Et ensuite, on pourra discuter d'un logiciel. Voilà. Et donc, voilà, pour moi, cette passion marketing automation, c'est industrialiser des processus et au final continuer à accompagner mes clients en tant que solution provider, parce que comme c'est un sujet qui est complexe, bah, c'est un des sujets sur lequel je m'amuse. Il y a 5 ans, peut-être même un peu plus, 5 ans, 6 ans, je faisais plutôt du référencement naturel, j'étais plutôt consultant SEO, et j'accompagnais des marques dans le référencement de leur site à l'international, parce qu'en fait tout le monde sait faire du SEO, plus ou moins bien, et par contre dès qu'on dit, bah voilà, t'as un gros budget et tu dois gérer un déploiement sur 1 an dans 30 pays, bah ça devient plus drôle en fait, il y a un peu de boulot. Et un peu de challenge. Et c'est ça qui m'a amusé. Et pourquoi le SEO et pourquoi l'international ? Bah, juste parce qu'on met en place des processus, qu'on les industrialise et que les marques avaient des gros problèmes parce que moi, intervenir sur un sujet qui est simple, ça veut dire que je suis en concurrence avec tous les prestataires du marché. Quand j'interviens sur un sujet qui est complexe, en général, c'est les prestataires du marché qui m'appellent en me disant « Pierre, on sait pas faire, aide-moi ». Et là, on le fait ensemble, je les forme, je les accompagne, et puis on est d'accord, j'ai pas forcément toutes les solutions, et donc on co-construit ensemble une solution. Par contre, encore une fois, j'ai cette capacité d'auditer, de mettre sous forme de processus, de comprendre, de dessiner des solutions. Et c'est mon cœur de métier. Début 2018, tu as lancé Comparer.pro, et c'est un site comparatif des logiciels de marketing automation du marché. C'est suite à ça où on te demandait des couteaux de cuisine, Exactement. Et tu as dit, je vais mettre tous les couteaux de cuisine dans un site. Je suis contacté par des personnes à peu près une fois par jour sur ce sujet de quel logiciel je choisis. Et je me suis dit, soit je continue à passer du temps à leur répondre, j'aime rendre service, mais il y a un moment, dedans, on va retrouver des personnes qui sont matures dans leurs besoins et d'autres personnes qui ne le sont pas du tout. Et à partir de là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je me suis rendu compte, en parallèle de ces demandes récurrentes, que, en gros, les éditeurs de logiciels t'expliquent qu'ils sont le meilleur que leurs concurrents. Voilà, forcément, ils vont pas dire qui sont. Et les agences marketing, si elles connaissent le sujet, elles sont maquées avec un logiciel, donc en fait elles t'expliquent pourquoi le logiciel avec lequel elles sont maquées, il est mieux que les autres. Et la plupart des marques en fait sont perdues. Donc soit elles payent des consultants chers pour faire le boulot, en interne ou à l'externe, ça revient au même, soit elles sont perdues. Et donc je me suis dit, bah autant lancer un site qui est neutre, et donc clairement le site est neutre. Alors un des éditeurs m'a posé la question la semaine dernière de savoir si c'était payant pour lui, j'ai dit mais non, en fait, si je commence à faire payer les éditeurs, soit il faut que je les fasse payer tous, soit je vais en faire payer 1% ou 5%, et en fait, j'aurais tendance à les mettre en avant. Et non, je veux rester neutre. D'accord. Et donc voilà, Comparer.pro, qui est clairement un de mes side projects en ce moment, et avec pour objectif de générer du trafic dessus, et potentiellement d'accompagner des clients qui auraient un peu plus de moyens sur le choix de leur outil, mais en restant neutre pour répondre à leurs besoins à eux, et pas juste pour pousser le logiciel avec lequel je suis partenaire. Sinon, ça n'a pas de sens. Et donc concrètement, la réponse Comparer.pro est la réponse à un problème qui est quel logiciel je choisis. Ok. Question simple, réponse simple. Tu as été chef de projet bénévole du Blend Web Mix 2017, on passe à un autre sujet. Qu'est-ce que cette aventure, parce que c'est une aventure, t'a apporté au niveau perso et pro ? Un truc. Quand on ouvre sa gueule à la cuisine du web pour dire qu'on peut faire quelque chose, en général, on est écouté. Et on a un principe, c'est celui qui dit qu'il fait. Alors, je reviens quelques temps en arrière. Je reviens en mai 2016. J'arrive à Lyon et je connais l'écosystème lyonnais un tout petit peu.
J'ai quelques amis qui en font partie, mais en fait, je connais pratiquement personne. Je rejoins la cuisine du web et entre autres, je rejoins les brigadiers, l'équipe des brigadiers qui sont les 100 bénévoles qui tournent autour de la cuisine du web et qui organisent des projets, qui portent des projets. Pour rappel, la cuisine du web est une association qui a été créée en 2012 par 8 entrepreneurs lyonnais et pour... En fait, le constat qu'ils ont fait, c'est quand on monte nos boîtes, on est dans notre quotidien et on n'arrive plus à sortir de notre quotidien. Et voilà. Et Blend Webmix a été lancé dans la foulée comme un événement à destination des webmakers lyonnais. En 2016, fin 2016, j'ai eu l'occasion de participer à Blend Webmix en tant que participant. Donc je l'ai fait moi en tant que participant en 2014 et en 2016. Et pour la petite histoire, j'avais fait les Web Events. Donc Web Events, il y a eu 3 éditions avant Blend Webmix. Donc le premier Blend Webmix, c'est 2012. Et avant, il y a eu 3 années de Web Events. Donc j'étais déjà venu à ces événements-là. Okay. Et j'ai l'occasion, parce que j'ai un ami qui est brigadier, qui me dit « Viens, ce soir, c'est la session de débrief de Blend Webmix 2016. » Donc on était juste après l'événement, 15 jours après. Et lors de cette session de débrief, les bénévoles qui ont organisé l'événement, les participants qui sont là, peuvent donner leur point de vue et dire tiens, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Donc j'ai fait ce que je fais d'habitude, j'ai fait un certain nombre de critiques que je veux le plus constructif possible, parce que c'est facile de dire que ça c'était pas bien, il faut toujours proposer quelque chose. Puis à un moment, je lève la main, puis je dis je suis intéressé pour donner un coup de main sur Blend 2017. Et j'ai eu l'occasion de discuter donc avec le chef de projet de l'époque, qui était Jean-Louis Brunet, qui est actuellement le délégué général. On a mangé ensemble un midi en décembre et pendant la discussion on apprend à se connaître. Il y a un moment il me dit Pierre, si tu avais le choix sur Blend Webmix 2017 tu ferais quoi? J'ai dit si j'ai le choix je prends ta place, si j'ai le choix je vais être le chef de projet. Mon approche elle est de dire mon but il est pas d'être sous les projecteurs, c'est pas le but il est d'être le bonhomme qui fait en sorte que le projecteur il s'allume au bon moment. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est de monter un projet et de mettre la barre le plus haut possible et de faire quelque chose où nos 1800 participants qui sont venus cette année passent un bon moment et se disent que ça valait le coup d'être là. Défi relevé, j'ai envie de dire. Défi relevé, c'est aux autres de le juger. En tout cas, les retours qu'on a sont positifs. Ouais. Qu'est-ce que cette aventure m'a apporté? On est 65 bénévoles en amont, une grosse trentaine de bénévoles actifs. La plupart de ces personnes sont devenues des amis parce qu'on a passé une année ensemble. On a passé un gros 10 mois ensemble à organiser cet événement, à se voir régulièrement, et donc ça crée des liens. Qu'est-ce que ça m'a apporté en termes d'humain? C'est ça, c'est du relationnel, avec des gens qui, plus que le projet, plus qu'un événement, m'ont apporté de l'humain, de la joie, du stress qu'on a eu ensemble, et voilà. Et ça nous a soudés, voilà. Et aujourd'hui, il y en a certains que je continue à voir régulièrement, alors que on n'est plus dans ce projet-là. Et au niveau professionnel, et je l'ai toujours dit de manière transparente, j'ai été bénévole, donc je n'ai pas touché un centime pour organiser Blend Webmix 2017. La contrepartie, mais qui est une contrepartie naturelle, c'est le réseau. Puisque j'étais le chef de projet, j'avais un étendard et j'étais le porte-étendard. Et ce porte-étendard, c'est cette marque que j'ai poussée auprès d'un certain nombre de partenaires, des grands comptes, des partenaires institutionnels, que j'ai poussé auprès de start-up, auprès de l'écosystème féminin lyonnais, que j'ai rencontré. Et donc forcément, quand tu les rencontres et quand tu vas avec, les gens associent, disent « Ah, Pierre, il a organisé Blend ». Donc j'ai fait du réseau et j'ai rencontré plein de gens à Lyon. Et c'est ce que j'ai dit au conseil d'administration quand j'ai pris le projet. Je leur ai dit « Mon intérêt à moi, c'est de faire du réseau. Mais de le faire juste normalement et simplement dans le cadre du projet. Juste ni plus ni moins. » Et en fait, ça m'a ouvert les portes de plein de boîtes, de plein de structures, juste parce qu'en fait, ils m'avaient vu en discutant, et que après ils se disent mais en fait Pierre tu fais quoi à côté, est-ce qu'on peut discuter? Et puis il y a certaines de ces structures, on est en train avec certaines de discuter business, puis avec d'autres c'est des liens de réseau. Ça permet de savoir que telle entreprise est organisée d'une certaine manière, donc d'aller cartographier l'écosystème. Ça permet de rencontrer plein de gens, et comme moi ça m'amuse, comme je trouve ça hyper intéressant de rencontrer des gens et de rentrer dans leur quotidien, d'écouter leurs problèmes, puisqu'en fait une des choses qui m'obsède, c'est quels sont tes problèmes et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on parle d'argent et que je te facture une mission, ou que je te dise tiens, tu pourrais rencontrer telle personne parce que je suis pas la bonne personne. On n'est pas obligé de tout ramener à du business. Et le côté humain d'abord. Voilà ce qu'au niveau personnel et professionnel Blend Webmix m'a apporté, c'est des rencontres de gens avec qui je l'ai organisé, qui sont pour la plupart devenus des amis. Et côté professionnel, c'est une cartographie de l'écosystème où j'ai pu voir et être vu. Être vu en tant que porteur de projet de Blend Webmix, qui est une marque que je trouve extraordinaire. En même temps, voir et comprendre, parce que je suis rentré dans plein de boîtes,
Et c'est juste génial. Alors, plein de boîtes, plein d'assos, des petites et des grosses structures. J'ai rencontré des solo-entrepreneurs, j'ai organisé des événements. Et puis, les 2 jours de l'événement, j'étais dans le rush, donc j'ai pas beaucoup discuté avec les gens, mais il y a plein de gens que j'ai croisés qui m'ont dit « Ah, il faudra qu'on se voit ». Et en gros, on s'est recontacté après. C'est vrai que sur les 2 jours de l'événement, j'en ai pas profité comme un visiteur, mais après, c'est le jeu. Et j'ai pris mon pied pendant tout cet événement. Voilà. J'ai passé 1 an qui m'a permis de mieux comprendre l'écosystème lyonnais, qui m'a permis de mieux comprendre comment fonctionnait la cuisine du web, qui m'a permis de continuer à faire des événements. C'est pas la première fois que je fais un événement, ce sera pas la dernière non plus. Je trouve ça hyper intéressant. Et moi, je tiens à remercier le conseil d'administration de la cuisine du web qui m'a donné carte blanche. Je n'ai eu 0 contrainte. J'étais en train de réfléchir pour être sûr de ne pas dire de bêtises. J'ai eu 0 contrainte, c'est-à-dire qu'il y a eu un cadre. Tu vois, dans les contraintes qu'on m'a données, on m'a dit on a déjà réservé le centre des congrès, on est obligé de faire ça au centre des congrès. Ça va comme contrainte. Ça va, oui. C'est-à-dire que le reste, on a eu carte blanche. J'ai appris à travailler avec Jean-Louis Brunet. J'ai passé 1 année avec lui en binôme. Il m'a donné tout l'historique de Blend, et heureusement qu'il était là parce que c'est un événement qui n'est pas évident, de par sa dimension, de par les enjeux qu'il y a derrière. Donc, voilà, moi je suis reconnaissant à ces personnes qui m'ont fait confiance parce que j'étais un peu le mec sorti de nulle part qui dit moi je vais le porter, et il y avait le risque à un moment, je me dégonfle, et c'est le risque qu'ils ont pris. Et j'ai été assez impressionné de la liberté que j'ai eue derrière parce que j'ai réfléchi encore, et jusqu'à maintenant j'ai pas eu de contraintes. Encore une fois, il y a un cadre de jeu, il y a des règles, mais j'ai pas eu de contraintes. Voilà. Et je me suis amusé. Sans me tromper, je peux dire que tu milites beaucoup pour les femmes et pour qu'elles soient plus intégrées dans le monde du web. Et je trouve que tu as notamment beaucoup travaillé pour une égalité des speakers à Blend. Ça te tient à cœur? Est-ce que tu te considères comme féministe ou est-ce que tu n'aimes pas ce mot? Tu m'as dit une fois que tu n'aimais pas le mot féministe. J'aime pas le mot féministe je suis féministe et donc je suis celui qui ouvre sa gueule tout le temps et qui estime qu'il a raison parce qu'il est féministe et que tous les autres, voilà. Non, c'est pas mon but. J'essaye, à mon niveau, d'avoir un certain équilibre par rapport aux minorités. Et il s'avère que dans le monde du web, une des minorités, c'est les femmes. Pour plein de raisons. Et aujourd'hui, je me dis que si on n'a pas une démarche volontaire vis-à-vis de ces femmes, par exemple dans le cadre de Blend Web Mix, et de leur dire « j'ai besoin de conférencières, j'ai besoin de femmes qui viennent sur scène et qui posent leur trip. J'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous en tant qu'écosystème. Si je le fais pas, eh bien moi, le matin, je me regarde pas dans la glace. » C'est cet enjeu de minorité, c'est quelque chose qui me tient à cœur sur les minorités. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que même face à un parterre de femmes à qui j'ai pu pitcher Blend Web Mix, une des réactions que j'ai eues, une des levées de bouclier, c'est « Ah mais Pierre, t'es gentil, en fait, tu veux une femme sur scène pour ton quota. » Je dis « Mais non, c'est pas ça. Le quota, je m'en fous. Ce que je veux juste, c'est de dire, vous avez aussi des choses à raconter. Vous avez une approche du monde, vous avez une manière de faire les choses, de dire les choses. Voilà. Mais s'il y a un moment où vous posez pas votre parole, qu'est-ce qui se passe? On n'entendra que des hommes. Et la réalité, c'est quand on fait pas d'efforts, dans le sens où on ne met pas une action volontaire face à ça, on a 15% de femmes sur scène. Mais que ce soit à Blend Web Mix ou dans tous les autres événements, et cette année, on a réussi à avoir plus de 45% de femmes sur scène. Et c'est hyper important parce que c'est pas juste avoir des femmes sur scène, c'est avoir une vision du monde qui est différente, avoir une approche qui est différente. Et puis il y a autre chose, c'est de montrer que c'est possible. On a communiqué là-dessus et moi j'ai mis un pavé dans la mare auprès des événements, en particulier dans la scène web tech francophone, en disant c'est possible. Alors maintenant il n'y a pas de secret, c'est possible avec un travail colossal. Travail acharné de ta part, ouais. Clairement, moi j'estime aujourd'hui avoir vu en one-to-one plus de 70 femmes, soit par téléphone, soit de visu, en leur pitchant Blend et en leur disant est-ce que tu acceptes de te poser la question de soumettre un sujet. Et derrière, moi, j'ai fait le rabatteur pour que les comités éditoriaux puissent faire leur sélection. Mais ce n'est pas moi qui ai fait la sélection parce que ça me permet de rester neutre et ça me permettait de dire tiens, ton sujet là, tu me proposes 3 thématiques différentes, je sens plutôt ça. Après, de toute façon, c'est pas moi qui choisis. Il y a des comités éditoriaux, par contre, je leur ai ramené du volume. Alors, on peut parler de moi, mais je suis pas le seul à avoir fait ça dans l'écosystème. J'ai initié quelque chose et surtout j'ai dit c'est un des axes de travail de Blend Web Mix 2017. C'était un des 3 axes qui était la parité sur scène parce qu'elle me semble essentielle et que on a pour devoir de montrer l'exemple. En fait, quand on organise un événement comme ça, qui est aussi grand, qui a un impact dans l'écosystème lyonnais, on a du pouvoir et à grand pouvoir, de grandes responsabilités. Et pour moi,
une des responsabilités que j'ai souhaité m'auto-assigner cette année, et qui a été complètement suivie et par le conseil d'administration et par Jean-Louis, qui était mon binôme et qui était très actif sur ce projet, au moins autant que moi, si pas plus, c'était de pouvoir dire « Ok, on veut des femmes sur scène et on pense que ça a un intérêt. » Et encore une fois, et je peux vous le dire, on a un certain nombre d'hommes qui nous ont proposé des sujets bullshit et ils ont été sortis tout de suite en mode regardez, je vous raconte ça, mais derrière je vous vends notre boîte. Et ben on a le même pourcentage de femmes qui nous ont proposé des sujets bullshit. C'est pas parce que c'était des femmes que c'était mieux. C'est-à-dire que y a des gens qui jouent avec le système, que ce soit des hommes ou des femmes. Et c'est pas parce que c'est des femmes que c'était mieux. Oui, clairement. On a le même pourcentage de femmes qui ont essayé de nous vendre le truc et de nous dire ouais, je vais vous parler de mon sujet, mais en fait qui étaient là pour vendre leur marque. Et on leur a dit c'est pas le but. On n'est pas là pour ça. Non mais les femmes c'est des hommes comme les autres. C'est une manière de dire les choses. Je connaissais pas cette expression. Aujourd'hui, est-ce que je suis féministe ? Si être féministe, c'est faire des actions concrètes pour une certaine représentativité des minorités, et là, dans notre cas, des femmes dans le monde du web, oui, je suis féministe. Si c'est pour faire des coups d'éclat et juste pour ouvrir sa gueule en disant il faut que ça change, non, ça m'intéresse pas. Je suis plus dans l'action que dans le blabla, même si j'aime bien discuter, même si j'aime bien échanger, même si j'aime bien refaire le monde. Une action concrète, ça vaut plus que toutes les paroles qu'on peut. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait changer et évoluer le comportement de ces femmes dans l'écosystème digital en leur disant prenez votre place, prenez place à la table, et c'est pas faire des jolis discours, c'est une par une les accompagner là-dessus. Et je suis un de ces acteurs-là actifs, et je suis pas le seul, et heureusement, clairement, je suis pas le seul, puisque je côtoie d'autres gens qui font ça, je côtoie d'autres gens qui y croient, et je côtoie globalement plus de femmes que d'hommes qui font ça et qui y croient, et heureusement que je suis pas tout seul, parce que il y a du travail, mais il y a aussi plein d'hommes qui sont plutôt introvertis et qui n'arrivent... Voilà. C'est vraiment cette histoire de minorité, moi, qui me touche. Okay. Et dans le web, c'est les femmes. Ok, super réponse. T'es mentor aussi dans le programme Étincelle de Social Builder. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je connaissais pas Social Builder avant que Solène m'appelle et m'en parle. Ouais. Donc Solène gérait jusqu'à il y a quelques semaines le programme Étincelle à Lyon pour une association qui s'appelle Social Builder qui est à Paris et à Lyon. Ce programme Étincelle fait du mentorat pour des femmes pendant 4 mois. Le principe, c'est que les mentors sont des hommes et des femmes, à peu près la parité, moitié-moitié, et les personnes qui sont accompagnées sont des jeunes femmes, soit en reconversion, soit en train de monter leur structure. Donc il y a un parcours carrière et un parcours start-up. Et Solène m'a appelé en me disant, début 2017, Pierre, on cherche des mentors et on m'a dit que potentiellement tu pourrais faire l'affaire. Alors je discute avec elle, je lui pose plein de questions sur comment ça fonctionne, quel est l'enjeu, et je dis go, on y va, qu'est-ce que ça me prend ? Ça me prend quelques heures dans le mois, voilà, c'est un engagement qui est tout à fait acceptable. Et Solène fait quelque chose que je trouve juste magique, c'est qu'elle fait le match entre l'étincelle, donc la femme qui est accompagnée, et le mentor, et c'est elle qui choisit les binômes. Et mon binôme s'appelle Camille. Et, coucou Camille. Camille, voilà, si tu nous écoutes, il y a une réelle histoire, une réelle relation, une réelle complicité qui commence dès la première fois où on se rencontre. On s'est vu en moyenne tous les 15 jours, à peu près 2 heures à chaque fois, sur une session de mentorat pendant 4 mois. Et aujourd'hui, la relation continue. C'est devenu une amie. C'est devenu quelqu'un avec qui j'échange. Alors la relation a changé après la fin du mentorat parce que avant on parlait globalement de ces sujets et maintenant en général quand on se voit on fait moitié-moitié. Solène a réussi une alchimie particulière. Et Camille est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup ses valeurs, la manière dont elle fait les choses, ses questionnements. J'ai adoré ce mentorat. Et je pense que ça a été un moment particulier de ma vie sur la première année de 2017 où une partie de mon temps, je l'ai donné pour ce programme, je l'ai donné pour Camille, clairement. Voilà, et je l'ai particulièrement apprécié pour la simple et bonne raison qu'il y avait cette relation entre Camille et moi. Et on en a encore parlé récemment, je pense que c'est réciproque, elle n'est pas là pour confirmer, mais on est intervenu, on a fait un témoignage auprès des futures étincelles la semaine dernière, et ça a été clairement ça. Okay. Donc oui, je suis mentor pour ce programme-là, en tout cas je l'ai été pour la première session, la deuxième elle commençait, c'était à 1 mois de blend, donc j'ai préféré passer mon tour. Encore une fois, c'est la même histoire de est-ce que je suis féministe ou pas. Si être féministe, c'est faire des actions concrètes pour aider des femmes à s'insérer dans le web au sens large, ok, je suis là, je réponds présent et j'y vais. Et idéalement, si je peux ne pas être tout seul sur la ligne de départ et répondre présent, c'est cool. Mais je fais aussi confiance à ces structures pour aller apporter d'autres personnes. Et en tout cas, début 2017, il y a 40 femmes qui ont été accompagnées dans le programme. Et on était donc 40 mentors et je n'étais qu'un 40e là-dedans. Et ça me va bien de faire partie de la masse, quoi.
je fais rien d'extraordinaire en fait. J'ai des convictions. Mais tu les appliques, c'est ça la et je différence. pose des actes en face. Voilà. C'est ça la différence en fait. On peut avoir beaucoup de convictions mais pas faire des actions derrière. Tu donnes beaucoup de ton temps donc, et de ton énergie pour aider les freelances et les indépendants à se lancer. Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner maintenant aux personnes qui se lancent en freelance, qui veulent se lancer en freelance? Croyez en vous, allez-y, go. Believe it. S'il y a un seul conseil, c'est ça. Ok. C'est allez-y, faites le premier pas parce que personne ne le fera à votre place. Et le deuxième, c'est entourez-vous. Un indépendant, il est seul. Il est trop seul. Voilà. Et donc entourez-vous, et s'entourer, ça veut dire venez à des événements, faites du networking, rencontrez d'autres personnes, allez dans un espace de coworking, sortez de chez vous. Que vous soyez extraverti ou introverti, il y a de quoi faire. Venez, sortez, bougez-vous. Parce que quand vous êtes seul, si vous êtes seul chez vous et que vous sortez pas, il n'y aura personne pour vous tendre une main. Si vous êtes dans un espace de coworking ou si vous venez régulièrement à des événements networking, il y aura peut-être quelqu'un pour vous dire « Hey, je suis là, viens !» Voilà. Donc, oui, je donne de mon temps et de mon énergie pour aider des indépendants à se lancer, mais pas que, il y a aussi des indépendants qui sont déjà lancés, parce que j'y crois. On a un monde qui évolue et on est en 2018 et j'aime le rappeler aux clients avec lesquels je travaille, et particulièrement les grands comptes, en disant « On est en 2018 et si vous adaptez pas vos structures aujourd'hui, en fait, vous allez très très mal vivre les années qui arrivent. » Et en général, la réponse qu'on me fait, c'est « On vit déjà très très mal les choses aujourd'hui. » J'accompagne, entre autres, des marques sur leurs enjeux de marque employeur, comment recruter des talents et comment les fidéliser. Et ils ont ces réels questionnements, hein. C'est pas juste pour faire bien, ça leur fait mal. Comment on fait ? Il y a une question financière, mais il y a aussi une question d'état d'esprit. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément adaptés. Les indépendants, c'est un statut. Être indépendant, c'est un statut. Et ce statut, les grandes entreprises ont du mal à l'appréhender, mais de plus en plus, elles l'appréhendent. Et il y a de plus en plus de gens qui se lancent en indépendant. C'est une vague de fond. Moi, j'aime bien regarder ce qui se fait aux États-Unis, parce qu'en général, ils ont 5-6 ans d'avance. C'est 30% du marché de l'emploi aux États-Unis aujourd'hui, les indépendants. Donc, c'est une vague de fond. C'est une vague où on ne reviendra pas là-dessus. Et en parallèle, le plein emploi n'existera plus. C'est un rêve. On est sorti des 30 glorieuses. Le plein emploi, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Et on est réaliste. Et quand je dis on, je suis partie de la génération Y, la génération Z l'est encore plus, je pense. Mais voilà, génération Y, génération Z. Et puis, en dehors de cette histoire générationnelle, il y a de plus en plus de gens qui se lancent parce que ils en ont marre de leur cadre trop rigide. Voilà. Et donc, c'est ce que je dis aux boîtes avec lesquelles je travaille. Soit vous assouplissez votre cadre, soit les personnes qui ne sont pas contentes, elles partiront. Et encore une fois, quand vous n'avez aucun problème pour recruter, vous en foutez qu'elles partent, vous recrutez quelqu'un à la place. C'est pas tout à fait vrai, il faut former, et admettons. Mais quand vous n'arrivez pas à recruter, en particulier par exemple sur des métiers techniques, de développeurs, en fait, il faut mieux, ça vous coûte moins cher de garder vos développeurs en interne, plutôt que d'en recruter des nouveaux. Voilà. Donc la question c'est, soit c'est statu quo, et vous dites, on s'en fout, très bien, ils peuvent être indépendants, ils ont qu'à partir, soit on assouplit, on parle de télétravail, voilà. Donc les conseils que je peux donner à ceux qui se lancent en freelance, c'est croyez en vous, lancez-vous, et entourez-vous. Voilà, c'est... Super conseil. Si vous restez tout seul, vous êtes mort. Et venez au rendez-vous des freelances lyonnais, c'est tous les premiers vendredis du mois à la Tour du Web. J'ai proposé à Alex, qui en faisait partie sur les premiers événements, de me rejoindre, et concrètement, j'avais un problème, il n'y avait pas d'événement pour les indépendants au sens large, je me suis dit je vais l'organiser, et moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il existe. Le fait qu'on dise c'est Pierre qui l'a organisé, c'est cool. Ça t'intéresse pas, mais c'est pas le sujet. Le sujet c'est, ça existe, et donc, maintenant que ça existe, ça apporte de la valeur à la communauté. Et aujourd'hui, je dirais qu'on est entre 45 et 65 à chaque événement. Ça grossit à chaque fois, ouais. Voilà, tranquillement. Et ça roule. C'est un super événement. Et il y a un groupe en ligne sur Facebook qui sont les freelances lyonnais, sur lequel je ne suis pas tous les jours, mais aux dernières nouvelles, on doit être un peu plus de 250. Ok. Tu crois beaucoup au bénévolat, au fait d'aider les autres, au fait de donner du temps aux autres. Et il y a un manifeste qu'on trouve sur ton site web. C'est pierreamelot.fr, il me semble. Oui, pierre.amelot.fr. Pierre.amelot.fr. Et on lit que tu as une philosophie humaniste, que tu es un mixte catholique-bouddhiste attaché à la communauté des Salésiens de Don Bosco. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet ? Bien sûr. C'est un peu plus personnel, mais ça m'intéresse aussi. Oui, je crois beaucoup au bénévolat, mais en dehors du bénévolat, je crois beaucoup au fait qu'on est une communauté, qu'on est interdépendant. Qu'on le veuille ou non, en fait, on n'a pas le choix, on vit, on est interdépendant dans la ville, dans l'écosystème dans lequel on est, que ce soit dans le métier ou que ce soit dans son quartier, dans son immeuble ou dans son pâté de maison. Donc on fait partie d'un écosystème et on a un impact positif ou négatif ou neutre dans cet écosystème. Et moi je pars du principe que quand on a un impact positif, déjà c'est mieux. Alors il y en a qui vont parler de karma, il y en a qui vont parler de valeurs, voilà. Donc ça c'est mes valeurs, mais aussi la valeur de l'exemplarité derrière.
quand aujourd'hui j'aide un indépendant dans l'écosystème, je m'attends pas à avoir un retour direct de cet indépendant. Ce que je m'attends, c'est que s'il a eu cet exemple-là, il va peut-être le reproduire. Et s'il le reproduit et que tout le monde fait ça, bah ça fait effet boule de neige, on parle de l'effet papillon, bah c'est exactement ça. Cercle vertueux aussi. Exactement. Sur ma philosophie humaniste, bah, j'ai une éducation catholique, et aujourd'hui je suis croyant, chrétien catholique, et j'en parle pas souvent parce que j'ai pas spécialement de tribune pour ça et que c'est pas le but. Mais pour moi, être croyant, c'est dans mes actes et c'est dans mes paroles et dans ce que je pose au quotidien, plus que dans la prière. Voilà. Et j'ai des moments pour ça, et j'ai des moments où je peux me retrouver avec d'autres croyants. Et je me retrouve aussi bien côté des chrétiens catholiques, qui est vraiment mon éducation et qui est le dogme, si on parle de dogme, que je suis aujourd'hui, mais aussi sur le côté bouddhiste, avec le côté karma, réincarnation, avec le côté de ce que tu le fais aussi pour un écosystème global. Ça, voilà, c'est mon côté croyant, que j'assume parce que je l'ai écrit clairement sur mon site internet, mais sur lequel je préfère que les gens que je rencontre me rencontrent sur ce que je suis, plus qu'il y ait une levée de bouclier autour de la religion. C'est des sujets qui sont très sensibles, et qui me disent « Ah, Pierre, c'est un catholique, je veux pas lui parler ». En fait, ok, je trouverais dommage qu'on en arrive là. Donc c'est pour ça que je le fais de manière plutôt discrète, et c'est plutôt dans ce que je suis. Voilà. Mais j'assume complètement le fait que je sois ça fait partie croyant, de toi, voilà. D'accord. Les Salésiens de Don Bosco, alors c'est une longue histoire. C'est donc une congrégation religieuse qui a été créée il y a 150 ans par un prêtre à Turin, avec une approche assez intéressante. En gros, pour faire simple, il y a 150 ans à Turin, les bourgeois de Turin disaient que les jeunes qui étaient dans la rue, alors les jeunes qui étaient dans la rue à l'époque, c'était des personnes qui n'avaient plus de famille, qui étaient orphelins, bah la solution, c'était de les mettre en prison, comme ça ils nous embêteraient plus. C'est marrant parce que c'est un discours qui est quand même très très actuel dans nos banlieues, voilà. Il y a un jeune prêtre qui s'appelait Giovanni Bosco, qui s'est élevé face à ces bourgeois. Il leur a dit: vous voulez en faire d'honnêtes citoyens, il leur faut 3 choses. On va leur donner une éducation, on va leur donner un travail, et on va leur apprendre à prier. Qu'on soit d'accord ou pas, en tout cas, ces 3 piliers sont les piliers de la congrégation des Salésiens de Don Bosco, qui aujourd'hui représente à peu près 15 000 frères et 15 000 sœurs à travers le monde entier. Je me trouve très attaché à cette congrégation, pour la simple et bonne raison que je crois en ses valeurs humanistes, et que pour moi, ça rend concret ma foi chrétienne. Et ce côté concret, c'est chaque année, depuis 8 ans, 9 ans cette année, je pars en camp 5 jours avec 350 jeunes, 350 ados, pré-ados, et jeunes adultes, et que j'accompagne. Alors, je suis pas tout seul, en général, on est 100, 120 adultes, et c'est quelque chose qui fait partie de moi, c'est hyper important. Et ce que font ces Salésiens, c'est de dire des choses assez pragmatiques. Chaque jeune est intelligent, chaque jeune, il a un cœur, et qu'on peut l'accompagner. Et moi, je l'applique aussi dans mon quotidien. J'aime d'un amour vrai les personnes avec lesquelles je travaille, et pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est quand même des fois interpellant pour certains de parler d'amour dans un milieu professionnel. C'est vrai. On est dans un milieu assez aseptisé. J'essaye de mettre un peu d'humain autour de ça. Et voilà, ma relation avec la Salésienne de Don Bosco, c'est quand c'est un certain nombre de rencontres dans l'année, c'est d'être au service. Voilà. Et donc, pour ceux qui sont intéressés et qui creuseraient le sujet, chez les Salésiens de Don Bosco, il y a 3 grandes familles. Il y a les sœurs, il y a les frères, et il y a les coopérateurs. Et les coopérateurs sont des laïcs, donc des non-religieux. Je ne suis pas un religieux, hein, clairement. J'ai le droit de me marier, j'ai le droit d'avoir des enfants, voilà, clairement. Donc je n'ai pas fait de vœux. Voilà. Par contre, les coopérateurs, et je suis coopérateur, sont... la phrase qu'on utilise, c'est « en tenue de service sur le chemin du quotidien ». C'est-à-dire que on n'est pas là à porter la croix et à la brandir et à dire « regardez, c'est notre religion ». On est là à faire des choses, des fois des toutes petites choses, dans notre quotidien. Et aujourd'hui, c'est une partie de ce qui m'anime, et une partie du sens de tout ça, du sens de cette vie, du sens de pourquoi je suis là et pourquoi je suis sur cette terre. Voilà, on a, je pense, tous ces questionnements-là. Moi, une partie de la réponse, je la retrouve dans cette foi chrétienne, et je la retrouve avec d'autres coopérateurs. Voilà, après, je sais pas comment ça réagira, je sais pas si c'est politiquement correct ou politiquement incorrect. En tout cas, c'est ce que je vis et c'est ma sensibilité. C'est politiquement correct, on s'en fiche un peu, c'est toi et c'est ta vision, et c'est ce que tu vis, donc c'est important. Si on parle de ta personnalité, sur ton site aussi, on trouve que tu as un ENTJ. Alors, je sais pas si les gens sont au courant de ce qu'est un INTJ, ENTJ, ENFP, etc. C'est une des personnalités dans le test du MBTI. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de jeter un coup d'œil. C'est par exemple sur le site de 16personalities.com, vous pourrez trouver le test et faire le test. Et tu mets que tu es un ENTJ, donc tu as une personnalité de leader
qui est extraverti et enthousiaste. Donc tu aimes l'idée des autres. Pourquoi t'as mis ça sur ton site ? Déjà, pour ceux qui connaissent le MBTI, c'est la possibilité de savoir comment je suis et potentiellement de faire un filtre, c'est-à-dire de dire je veux te rencontrer plus vite ou je veux pas du tout bosser avec toi. Parce que c'est pas facile de travailler avec quelqu'un qui est extraverti, voire enthousiaste dans certaines structures. Juste pour revenir sur le MBTI, je l'ai passé parce qu'un de mes mentors, Daniel, qui habite Annecy et qui est entrepreneur dans l'industrie depuis des années et un petit peu dans le web marketing aussi parce que il a fait pas mal de choses autour du marketing automation. Je dis un petit peu, mais je devrais l'enlever le un petit peu. D'accord. Daniel, il y a quelques années, il me dit Pierre, un de mes conseils, c'est que tu passes le MBTI, ça pourra t'aider à avoir une meilleure cartographie de toi-même et de ton mode de fonctionnement. C'était 2012-2013. Et je me suis dit, je le passe. Alors j'ai joué le jeu, c'est-à-dire que passer un MBTI, en gros, vous pouvez le faire sur plein de sites gratuits, mais sinon, en gros, ça coûte 100 € pour le passer et à peu près 500 € pour avoir l'analyse par un consultant. Et donc j'ai un dossier qui fait 60 ou 70 pages qui me détaille tous les résultats de mon test qui sont hyper intéressants. Et donc je l'ai fait plutôt comme un travail sur moi-même et un questionnement autour de ça. Et ça m'a permis de mieux me comprendre. Et en fait, de mieux comprendre comment on fonctionne, ça permet de mieux comprendre comment on réagit par rapport au monde. Et oui, le MBTI nous met dans une des 16 cases. Je suis dans une case qui représente 2% de la population, ce qui me permet aussi de voir que des fois, je me sens en décalage par rapport à d'autres gens et de me dire, ok, je suis juste différent en fait. Je suis pas anormal. Voilà. Ça te permet d'expliquer les comportements et les réactions que tu as. Et potentiellement de comprendre que d'autres ne sont pas comme moi. Ça m'a permis de prendre peut-être plus conscience de ça. J'en avais conscience, mais de manière pas forcément très formalisée. Et là, j'ai plus le formaliser. Et ça me permet d'être plus à l'aise dans ma relation aux autres et dans mon comportement aux autres. Et donc voilà, qu'est-ce que ça m'apporte ? Ça m'a permis de travailler là-dessus, mais ça permet aussi de comprendre que je suis extraverti, que tout le monde n'est pas comme ça, et que des fois, il y a certaines personnes, ça les bloque ou ça les embête là-dessus. Tu as une réputation d'être assez cash et de dire ce que tu penses, parfois sans filtre, et ça bouscule pas mal. Moi, je me souviens que la première fois où je t'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est une expérience en fait de te rencontrer. Je trouve. Je pense qu'il y a certaines personnes que je dois rencontrer qui doivent se dire après m'avoir rencontré, c'est qui ce con, quoi, d'où il sort et... Peut-être, mais ça bouscule, quoi. Ouais, il y en a qui sont bousculés, oui. Ouais, mais c'est une bonne chose d'être bousculé. Moi, ça m'a permis d'avancer, en tout cas. Voilà, toi, tu l'acceptes. Il y en a certains, clairement, je pense que la réaction est surtout des gens qui pourraient avoir 10, 15, 20 ans de plus que moi. J'ai déjà eu cette réaction de manière plus ou moins assumée. C'est qui ce petit con, quoi. Voilà, c'est tout. C'est des choses qui arrivent. Je le sais. Je fais des fois attention et des fois, je mets un peu plus de fil que d'autres. Maintenant, j'aime bien aussi... tant que c'est constructif, je m'autorise à dire les choses. Voilà. Et c'est ce que je demande aux personnes que je côtoie, c'est de dire... Vous pouvez critiquer absolument tout ce que je fais, mais si c'est pour pas être constructif, en fait, vous perdez votre temps, et moi aussi. Je suis prêt à discuter d'absolument tout ce que vous voulez, tant que le but, c'est de m'aider à grandir, et peut-être de vous aider à grandir vous aussi. Mais si c'est pour juste dire « Ah non, mais là, ce que tu fais, Pierre, c'est nul », en fait, ça m'aidera pas. En fait, ce que je veux entendre, c'est que vous êtes frustré ou pas content de quelque chose. Très bien, mais ça me sert à rien. Par contre, si vous acceptez qu'on prenne 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure pour discuter, peut-être que ensemble, on pourra voir ce qui vous a frustré pour peut-être que je m'améliore. Et comme je pars du principe que je suis un humain, donc je suis imparfait par définition, ça me permet d'avancer. Voilà. Combien t'as de side projects aujourd'hui ? En ce moment, 3 side projects. Un autour d'un collectif d'indépendants web marketing que je suis en train de structurer à Lyon. Un deuxième autour d'un éditeur de logiciels pour améliorer la productivité dans les entreprises. Le premier sujet sur lequel on s'adresse et on s'attaque en ce moment, c'est la prise de rendez-vous. Comment faciliter pour des gens qui ont beaucoup de rendez-vous dans leur agenda, comment on prend un rendez-vous et de gagner du temps. Parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps en rendez-vous. Si on doit encore en passer en amont du temps pour les organiser, c'est compliqué. Et un troisième projet autour d'une communauté d'indépendants. Une communauté payante pour les indépendants francophones qu'on va lancer d'ici cet été avec un ami à Lyon. C'est important pour toi l'équilibre vie pro, vie perso. Oui, clairement, c'est un sujet sur lequel je travaille régulièrement, qui est de trouver l'équilibre, parce que il n'est pas facile à trouver, spécialement pour moi qui suis un peu passionné, je pense que je suis pas le seul. Mais ça fait des années que je n'ai pas travaillé le week-end, ni le soir, ni la nuit, et c'est important. Voilà, j'ai des belles journées, je travaille 50, 60 heures par semaine. Mais tu te fixes des limites. Je me fixe des limites, et puis j'ai un cadre familial qui me fixe aussi des limites, parce que il y a un moment, j'apprécie de passer du temps en famille. Voilà, c'est un équilibre. Alors c'est marrant parce que des fois on me renvoie ce côté de « Mais Pierre, je suis sûr que t'as pas de vie à côté ». Je dis « non, c'est pas vrai en fait, j'ai une vie à côté et j'y tiens et elle est essentielle. Et si je suis capable d'avoir l'énergie que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai quelque chose à côté qui me permet de me ressourcer. »
Est-ce que tu te formes encore aujourd'hui? Si tu te formes pas, t'es mort. Oui, oui, je me forme. Je me forme au quotidien. Un petit coup de cou à Charles, si tu nous écoutes. Je suis en ce moment ton cours en e-learning sur le machine learning, justement. Machine learning. Et le deep learning. Et je l'aime beaucoup. Donc là, c'est de la formation vidéo. Je lis régulièrement. J'engloutis des livres. Ça va être des bouquins qui peuvent être purement techniques. Ça va être des romans. Oui, je me forme. Et je me forme aussi au quotidien, en contact avec les gens que je rencontre, puisque je m'intéresse à comment ils fonctionnent, que je prends du recul. Je me pose aussi des fois la question de, au fait, tiens, je le fais comme ça, moi pour moi, peut-être que je pourrais le faire différemment. Voilà. J'ai un entrepreneur avec qui je discutais il y a 15 jours, qui m'a expliqué comment on industrialisait, par exemple, toute la génération de ses contrats. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai pris plein de notes, et quelque part, je me suis formé. Donc on a échangé 1 heure, mais c'est 1 heure intensive où en fait, on s'est apporté mutuellement nos trucs et astuces, notre manière de fonctionner. En fait, on s'est raconté notre vie à tous les deux, et on s'est inspiré mutuellement. Moi, mon conseil, c'est que ça doit être l'équivalent de 2 à 3 jours par mois de formation. Formation, d'accord. Peux-tu nous donner des outils ou des logiciels, rentrons dans le concret, que tu adores utiliser? Twitter. C'est un outil qui est génial parce qu'en fait ça abat toutes les barrières, qu'on peut échanger avec les personnes qui sont là très facilement, et j'adore Twitter. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dessus, qui ne comprennent pas ce que c'est que Twitter. Si vous posez la question de ce que c'est que Twitter, pratiquez. Et j'ai des discussions parfois passionnantes avec des gens que je n'ai jamais rencontrés, que je rencontrerai peut-être jamais, et il y a une proximité qui est hallucinante. Donc Twitter, je l'adore. Okay. Dans mes outils, après les autres logiciels, on va parler de productivité. Un outil que Lucille m'a fait découvrir. Alors Lucille, elle bosse chez Doist, elle m'a parlé de l'outil sur lequel elle bosse, qui s'appelle Todoist. Je peux vous dire que des outils de gestion de tâches, j'en ai fait des dizaines. Et jusqu'à maintenant, j'avais accroché avec aucun, et le meilleur outil, c'était un post-it sur lequel je marquais mes tâches. Et je bossais avec pas très digital. Ouais. Et puis on pourrait te dire, ouais, utilise un Trello. Puis non, même un Trello, voilà, ça passait pas. Et en fait, Todoist, je le trouve super pratique. Il y a un truc que j'adore avec Todoist, c'est que j'ai une plateforme web, j'ai une plateforme desktop et j'ai une plateforme sur mon smartphone, et tout est gérable hors ligne. Et en fait, mes tâches, je me les planifie, elles s'ajoutent dans mon agenda. Et en général, je les mets check par batch, en fait. C'est pas quand j'ai fini ma tâche que je la mets check. Je le fais un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir, ou des fois j'y pense qu'une fois dans la journée. Et il y a un moment, je prends mes tâches, je me dis, ah, j'ai fait quoi aujourd'hui, très bien. Et puis je replanifie. Et comme ça fonctionne hors ligne, je peux aussi le faire dans les transports, par exemple dans le métro. TCL, si vous m'entendez, on attend la 4G. Je sais que c'est bientôt. Voilà. Je sais que c'est bientôt. Je sais que vous avez des discussions très avancées, voire des contrats que vous signez avec Orange. Je ne sais pas si je spoil ou pas. Mais la 4G, bougez-vous, parce que, encore une fois, on est en 2018 et je ne comprends pas aujourd'hui que je dois arrêter ma communication ou que je ne puisse pas utiliser des outils online alors que je suis dans le métro. Mais c'est pas grave, un jour ça arrivera. Voilà, ça c'est un petit message pour TCL. Mais c'est pareil dans tous les métros du monde, je pense. Quoique, parlons pas du Japon. Au Japon, ils sont au top sur le sujet. Le Japon. Donc voilà, donc Todoist, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Trello quand on commence à bosser avec des équipes, même si c'est un outil que j'utilise au final, par rapport aux autres outils, assez peu. D'accord. Beaucoup travaillé sur les CRM ces dernières années, parce qu'en faisant du marketing automation, on se relie avec les CRM. J'en ai testé plein. Globalement, c'est à peu près tous des usines à gaz. Il y en a un que j'aime plus que les autres, même si c'est pas le... Je suis pas in love, mais ça n'empêche qu'il est pratique. C'est Pipedrive. Voilà, Pipedrive, que j'aime beaucoup parce qu'il y a un pipe commercial avec des étapes, puis il y a des cartes. Voilà. Alors, il y en a qui le feront directement dans Trello. Je le trouve pratique. Après, encore une fois, il faut les utiliser tous les jours pour que ce soit utile. Et il y a un outil que j'adore, et là, big up à Mathilde Collin, qui est la fondatrice de cette boîte, c'est Front App. Front, c'est un petit outil qui paye pas de mine, mais que je trouve génial. Front te permet de gérer tes mails. Alors tu vas dire, ok, c'est cool, mais en fait, Gmail, c'est bien, Thunderbird, Spark, il y en existe plein. Mais là, en fait, Front App, ça permet d'être plusieurs à gérer une boîte mail. Et ça sert à une chose, ça sert au service support. Quand tu fais support@monentreprise.com, tu peux être 3, 4, 5 à répondre derrière. Et concrètement, Front te permet d'assigner un mail à quelqu'un, te permet de mettre des commentaires dans l'email, donc auquel tu peux te partager. Tu peux mettre des commentaires avec des copies d'écran, etc. Te permet de partager un brouillon avec l'équipe et te permet bien sûr de répondre à ces emails. Donc en fait, de faire du collaboratif. Et aujourd'hui, j'utilise Front avec mon bras droit, une assistante avec laquelle je travaille, qui est en indépendante sur Lyon, et qui m'aide à gérer entre autres mon flux d'emails entrants. Aujourd'hui, un peu plus de 200 emails que je dois traiter tous les jours. C'est pas 212 letters, c'est vraiment des demandes de rendez-vous, voilà. Et j'ai du tout venant. Donc je suis en train de mettre sous forme de processus tout ça. Et comme on est deux à gérer mes mails, elle peut
échanger avec moi et entre autres me préparer en brouillon pas mal d'emails et pas mal de réponses. On parlait de comparer.pro tout à l'heure, j'ai régulièrement des éditeurs qui me sollicitent pour rajouter leur fiche, pour modifier une fiche. En gros, ces mails, quand ils arrivent, ils sont automatiquement assignés à Stéphanie avec qui je travaille, que je salue au passage, et Front nous permet de faire ça. D'accord. C'est-à-dire nous permet de mettre de la productivité derrière une boîte email et d'être autant qu'on veut à gérer 1, 2, 3, 10 boîtes mail. Alors je vous parle de la boîte mail, mais Front permet aussi d'ajouter un chat sur son site, permet d'avoir le canal de communication sur Twitter, les DM, il permet de gérer une page fan Facebook et la messagerie, donc on peut avoir tous nos canaux réunis au même endroit, et ça permet de gérer plein de choses, entre autres par exemple des statistiques, savoir combien de temps on met en répondre, voilà. Moi, ce que j'utilise aujourd'hui, c'est d'abord ma boîte mail pro, perso, qui est mon email, et ça me permet de gagner du temps, d'être efficace, d'avoir de la transparence aussi avec les gens avec lesquels je bosse. Voilà, donc super outil. Super, à tester. Je rappelle que à chaque podcast, je fais une page dédiée. Donc sur la page dédiée du podcast de Pierre, vous aurez tous les liens vers les outils. On fera une collection de liens. Si vous n'avez pas trop de quoi faire les 10 prochains jours, prenez des vacances et lisez tous ces liens. Exactement. Est-ce que tu peux nous donner une ou plusieurs bonnes adresses à Lyon ? Ouais, les bonnes adresses, il y en a plein. Ça fait pas longtemps que je suis à Lyon, ça va faire bientôt 2 ans. Et pourtant, j'ai déjà mes lieux fétiches. Un de mes lieux que j'ai découvert à côté de chez moi, j'habite dans le 9e, c'est la Petite Madeleine qui est sur les quais de Saône, qui fait à manger. C'est 2 sœurs. C'est un resto et un café. Et c'est 2 sœurs qui sont associées et qui font à manger comme si c'était votre mère ou votre grand-mère qui faisait à manger. Et honnêtement, c'est une tuerie. C'est un plat unique tous les jours. Et ils ont à l'étage une bibliothèque. Donc vous pouvez venir prendre un café, un thé dans la journée. Et une bibliothèque ouverte où vous pouvez tout à fait poser des livres ou emprunter les livres que vous voulez. Un deuxième lieu qui me tient à cœur parce que j'y ai passé une bonne partie de mon année 2017 en organisant Blend Web Mix, la cuisine du web, à un lieu à Lyon, dans le 7e, à Jean Massé, qui s'appelle la Tour du Web, et c'est un lieu que je trouve assez unique à Lyon, dans lequel on retrouve un espace événementiel, un espace de coworking et des espaces de bureaux. C'est foisonnant, il y a toujours des ateliers, des activités, soit des entreprises qui le louent pour elles et qui font des événements privés, soit des événements ouverts au public. Voilà, latourduweb.com qui est donc à Jean Massé. Je suis un des encordés, j'allais dire de la première heure, mais pas tout à fait de la première heure, mais un encordé depuis longtemps. Tu peux rappeler ce que c'est un encordé ? Alors un encordé, c'est un membre de la Cordée. Donc la Cordée est un espace de coworking qui est l'un des premiers espaces, le premier à Lyon et l'un des premiers en France. La Cordée aujourd'hui c'est 13 espaces, 6 à Lyon, 1 à Paris, 1 à Nantes, 1 à Rennes, 1 en banlieue lyonnaise à 1 heure dans la campagne et 2 à Annecy. Je suis encordé depuis un moment. Alors je l'ai plus été en 2017 parce que bien occupé par d'autres choses et que j'avais plus le temps d'y aller. Et ma cordée préférée, c'est la cordée opéra que j'ai eu l'occasion de beaucoup pratiquer. Beaucoup me posaient la question de comment j'organise mon temps. Moi, c'est la règle des 3 tiers. C'est 1 tiers de mon temps à la maison, 1 tiers de mon temps dans un tiers-lieu, la plupart du temps la cordée, et 1 tiers de mon temps chez les clients. Voilà ces 3 lieux, donc la Petite Madeleine où vous pouvez aller manger et passer un moment à lire un bouquin, boire un thé, vous serez très très bien accueillis. La Tour du Web, vous allez pouvoir trouver des super événements tout au long de l'année, il y a un agenda sur le site de la Tour du Web, et la Cordée qui est un des espaces de coworking que j'aime beaucoup à Lyon. On arrive à la fin du podcast. Déjà. Pour finir, j'aimerais bien que tu nous parles de quelque chose qui t'a inspiré, qui t'a ému ces derniers temps, que ce soit un livre, un site web, une conférence, etc. Alors, une chose qui m'a inspiré, c'est ce podcast, je peux le dire, on ne l'a pas préparé. C'est gentil. J'ai trouvé que ce projet était super et je vais le dire, je te l'ai dit tout à l'heure en off, mais moi j'adore ta voix, tu passes super beaucoup. Bien. Donc voilà, ce podcast, une BD que j'ai découvert il y a quelques années et qui m'a beaucoup touché, c'est Alter Ego. Alter Ego, saison 1, c'est plusieurs BD que vous pouvez lire dans l'ordre que vous voulez parce que en fait, à chaque fois, c'est un personnage différent, mais c'est la même histoire. Et il y a une BD qui permet de clore, donc t'as 6 BD, et après t'en as une 7e qui permet de clore la saison, qu'il faut lire à la fin. Et en fait, quand tu lis la première BD, tu fais c'est quoi ce truc, je comprends rien, et c'est normal. Quand tu lis la deuxième BD, peu importe dans l'ordre, encore une fois que tu les lis, tu commences à comprendre un peu plus l'histoire, et en fait, quand t'as lu les 6 BD, t'as toute l'histoire, et puis t'as la saison qui se termine avec la 7e. Voilà. Et il y a une saison 2 aussi qui fait à peu près la même chose. Et j'aime beaucoup le dessin, alors je suis fan de BD, j'aime beaucoup la science-fiction, donc ça touche aussi à la science-fiction. Et j'ai beaucoup aimé l'approche du côté non linéaire, qui est la réalité de la vie en fait. Dans la vie, on fait pas l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3. Et ce que j'aime quand je relis cette BD,
c'est qu'en fait, quand je la relis dans un ordre différent, c'est toujours la même histoire, mais par contre, je la revis différemment. Ah, c'est génial. Et c'est en ligne ou c'est en Alors, papier? clairement, sinon, c'est une BD papier. D'accord. Je l'ai à la maison. très Voilà, s'il y en a qui sont intéressés, on peut toujours en discuter tant que vous prenez soin de mes BD. Je suis prêt à vous les prêter. Je vais avoir des dizaines de demandes, ça va être en genre. Alors sinon, allez dans la bibliothèque à côté de chez vous, prenez-vous une Voilà. carte, voilà. Exactement. Ou un bon achat chez le libraire de votre coin, parce que faites vivre le commerce local, c'est bien, C'est mangez-en. bien. Et- Ah bah Amazon. Et, Oui, j'ai réussi à faire rire Pierre, yes. c'était le défi, tu sais, du podcast. J'ai un rire sonore. Un livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est un pavé qui doit faire peut-être 500, 600 pages, et qui s'appelle Les Innovateurs, et qui reprend l'ensemble de la vie de la création d'Internet. Et donc, on parle des débuts d'Internet, des débuts du web, mais même bien avant que ça existe. Donc, au début, ça a été théorisé, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, tous les labos de recherche aux États-Unis, en Europe, et comment c'est arrivé. Et on parle de tous les innovateurs. Donc, on va parler de gens comme Bill Gates, Steve Jobs, Tim et on va Berners-Lee. Tim Berners-Lee, mais on va aussi parler des premiers développeurs, et entre autres, de la première développeuse, Forcément. Ada Lovelace, et donc d'où ça vient, de ces mathématiciens. Donc ça commence dans les années 1800 et ça vient jusqu'à maintenant, et j'en suis à peu près à la moitié. C'est un énorme pavé, et donc ça fait plusieurs mois que je le lis, parce que je le lis par tout petits morceaux, et concrètement c'est une suite de biographies et d'histoires, parce qu'on te raconte pas la vie de la personne, on te raconte la vie dans cette période-là, et de ce qui s'est passé, de pourquoi ils étaient à ce moment-là, pourquoi ils se sont rencontrés, pourquoi ils ont monté tel labo, et de tiens, paf, ça fait des chocs à pic. Voilà, et c'est juste extraordinaire. Ok. Et ce bouquin est énorme, Ça a très l'air- épais, mais je l'ai Ça a l'air beaucoup énorme aimé. aux deux Voilà. sens du terme. Ça a l'air Voilà, génial. clairement. Ok. Merci beaucoup de venir dans mon podcast. Merci pour ton invitation. Il n'y a pas de C'était souci. cool. Vous pouvez trouver Pierre sur son site web, bien sûr, c'est pierre.amlo.fr. Sur Twitter, bien sûr, parce que c'est son réseau social préféré, c'est @pierre_a. Twitter Power. Sur LinkedIn aussi, sur SlideShare, vous pouvez trouver des vidéos ou des podcasts de lui aussi. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, vous pouvez aller le voir, il est super sympa. Voilà, et n'oubliez pas de checker son outil comparé.pro aussi. Yes. Merci à tous, bonne journée. Merci pour l'invitation. À bientôt.